Hop, épinglé. Voilà. Très bien. Donc là, on a un joli message épinglé avec tous les trucs de rappel, etc. etc. Donc, vous avez normalement l'image de chaleur critique qui s'affiche à votre écran. Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. Au revoir. Donc, chaleur critique, c'est un événement qui a été organisé par la métropole de Grenoble. Et comme vous pouvez le voir, ça s'inscrivait dans un parcours citoyen qui était en lien avec la métropole sur... Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je vais aller vérifier maintenant, comme ça j'éviterai. Mais de mémoire, c'était sur l'entièreté du mois. Le but était de faire plusieurs actions tout au long du mois, en fait, pour essayer de sensibiliser à la cause environnementale. Donc il y avait plein de choses qui étaient mises en place par rapport à ça. Et donc il y a deux personnes de la métro, enfin une personne de la métro en tout cas, avec laquelle j'ai été en contact, qui a essayé de mettre en place donc une espèce d'événementiel de jeu de rôle basé sur le réchauffement climatique et avec comme impératif le fait de jouer sur le réchauffement climatique et l'impact que ça aurait sur Grenoble. Par rapport à ça, moi, au départ, j'étais un petit peu dubitatif sur la chose, parce que c'est toujours un peu bizarre quand on demande de faire du jeu de rôle sur ce genre de choses, et je suis pas très très fan du discours qui consiste à dire que le jeu de rôle doit faire quelque chose. Voilà. Donc j'étais un petit peu curieux, j'ai eu une très longue conversation avec l'organisateur. Et en fait, tout au long de la conversation, j'ai fait part de mes interrogations. On a réussi à les mesurer, à les limiter. Et donc, très concrètement, à la fin, ce qui s'est dit, c'est que bon, je voulais bien essayer de tenter l'expérience. Et dans ce qui nous était demandé, les impératifs, on avait un retour d'expérience à avoir. Retour d'expérience qui allait se prolonger sur le format qu'on voulait. Donc moi je me suis dit je vais faire un retour d'expérience sur Twitch et je ferai un retour d'expérience a posteriori derrière sur la chaîne YouTube, selon ce que je raconte, si c'est intéressant ou pas. Je sais pas encore trop. Donc voilà, ça c'était les points de vue de départ, et maintenant la question c'est essayer de faire un retour de ça. Alors, moi ce que j'avais décidé de faire jouer à la base, c'est une partie de Loup-Garou, l'Apocalypse, version ancienne. Donc si vous avez déjà regardé l'intro du chroniqueur, vous savez que le monde des ténèbres, je travaille pas mal avec. Mais là, le fait de jouer sur Garou spécifiquement, c'était une manière pour moi de traiter à premier degré le principe même du jeu qui a l'écologie comme moteur principal. Ça permettait aussi de faire un petit peu la promotion de la V20, puisque je suis toujours autant réfractaire à la V5 et j'espère grandement qu'elle va se casser la gueule, et de ce que j'ai vu c'était plus ou moins le cas, c'est à dire que je crois que par les précommandes les gens en parlent pas plus que ça, donc tant mieux, je vais pas pleurer pour cette perte là. Notamment parce que effectivement sur le principe le jeu d'origine en tout cas permet beaucoup plus de choses sur ces thématiques là, et pas que sur ces thématiques là, qui moi m'intéressaient beaucoup. Yo votre Camille. Et donc voilà, j'ai voulu essayer de coller le plus possible à la thématique qu'on nous demandait, c'est-à-dire essayer d'imaginer Grenoble en 2050. Je vais pas vous expliquer ce qu'on m'a expliqué sur tous les tenants et aboutissants de cette situation, parce que c'est pas le but non plus. Ouais, leur affiche est très stylée, vraiment, c'était très très cool. Ça donnait envie pour le coup. Mais j'y reviendrai parce que là vraiment je suis sur la préparation, mais je vais revenir sur l'organisation en elle-même pour le coup. Parce que je suis pas non plus un novice en termes d'organisation d'événementiel. Et que justement ça permet d'avoir aussi un regard critique des côtés positifs comme négatifs d'une telle situation. Donc pour le coup, comme je disais, je voulais essayer de faire un jeu qui était un peu abrasif, un peu radical, et Garou le permettait. Maintenant, j'étais dès le départ un petit peu sur la défensive en me disant que le problème d'un exercice pareil, c'est que soit je propose un jeu qui est très radical et on va vraiment explorer
jusqu'au bout la thématique. C'est-à-dire que je mets mes joueurs face à très concrètement les menaces et les implications d'un dérèglement climatique et je vois comment ils s'adaptent par rapport à ça, y compris dans un jeu où ils ont des capacités qui sont surhumaines. Donc ça c'était la possibilité que j'avais. L'autre possibilité c'était d'amoindrir les choses et on va voir que je vais faire un mix entre les deux. L'autre idée que j'avais à part du loup-garou, parce que voilà, c'était du Dead Genesis. Si j'avais voulu partir sur un système beaucoup plus proche de l'humain, donc c'est-à-dire les mettre face à des circonstances et des situations où ils allaient vraiment prendre cher. Mon but là maintenant c'était pas vraiment ça, parce que justement comme on était sur une espèce de mix entre un événement, une convention, je connaissais pas mes joueurs, je vais y revenir, mais donc c'est toujours très difficile d'essayer d'être radical dans un système de convention. C'est pas forcément quelque chose qui est possible ou qui est permis, parce que justement vous avez beau dire aux gens, alors attention, voilà ce que je vais traiter, voilà comment je vais le traiter, vous ne pouvez pas les préparer à ce qui va se présenter à eux, forcément. Et on ne réagit pas de la même manière aux angoisses et aux questionnements. Et ça, j'en reparlerai, parce qu'il y avait des choses qui étaient assez intéressantes dans ce que les joueurs faisaient, notamment par rapport à leur propre vécu. Au niveau de la table, on avait 3 joueurs. On avait deux personnes confirmées et une qui c'était sa première partie de jeu de rôle, ce qui explique pourquoi j'ai amoindri le propos, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais pour une table de 4, on s'est retrouvé à 3 inscrits. Alors là il y a eu un espèce de petit micmac où on mettait que la table était complète sur internet, mais moi j'avais pas la table complète dans les détails. Alors je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de détails et tout, et quand j'ai contacté les 3 personnes, il y en a une qui m'a dit alors je serai pas là mais je veux bien revenir un jour, etc. Donc en fait dans cette situation et cette circonstance je me suis dit bon, tant pis, on va le faire à 2. Et en fait, il y a une personne qui était là, qui travaillait à la métro, qui n'avait jamais fait de jeu de rôle avant. Je pense pas qu'elle était non plus novice à la situation, mais il n'empêche que c'était pas nécessaire que j'explique concrètement ce qu'était le jeu de rôle. Je pense qu'il y avait eu beaucoup de conversations avec elle avant. Mais donc, je me retrouve avec une novice à table dans un jeu où je prévois de base une situation très tendue. Donc dans la situation de loup-garou, le scénario ça s'appelait le dernier chant du loup, et le principe c'est que ça positionnait les joueurs dans le Vercors. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Grenoble ou qui ne voient pas, c'est une des chaînes de montagne, c'est une chaîne de montagne qu'il y a dans le sud-ouest de Grenoble. Grenoble c'est une espèce de truc en Y comme ça, et vous avez le jeu qui se passe dans le Vercors. Je vais essayer de vous ouvrir une map histoire de vous présenter un peu la thématique de manière un peu plus efficace, notamment par rapport à toutes les implications que j'avais réfléchies. Alors, comme d'habitude, je vous demande 2 secondes, juste le temps de... Hop. Hop. Voilà, normalement vous avez la map devant les yeux, si je me trompe pas. Voilà, donc vous avez Grenoble. Donc Grenoble, c'est tout ce petit groupe-là. Et donc le Vercors, vous avez ici en fait. Alors, l'intérêt donc du jeu, c'était de présenter donc dans le Vercors des personnages qui sont donc des loups-garous et qui doivent en fait, en 2053, j'avais positionné, essayer de faire survivre une louve qui est enceinte. C'est la dernière louve des Alpes. Eux-mêmes, ce sont les derniers loups-garous dans le sud de la France, parce que tous les autres sont partis vers le nord. Encore une fois, je ne vais pas trop développer, parce que le but, c'est pas non plus ici de vous montrer le côté assez affreux de la chose. Le but, c'est plus de créer le cadre, en fait. Et donc, dans ce cadre, ils devaient protéger une louve qui était enceinte. Et donc, par rapport à ça... de positionner le rôle, les situations, dans l'idée qu'ils ont un objectif, c'est s'arranger pour que la louve accouche dans des bonnes conditions, et surtout qu'elle puisse survivre avec ses louveteaux, comme une espèce de situation un peu d'espoir. Par rapport à ça, il y avait plusieurs scénarios que j'avais envisagés, chaque fois qui étaient plus ou moins radical, plus ou moins dangereux, plus ou moins destructeurs. Et un des scénarios par exemple que j'avais envisagé qui me plaisait beaucoup, c'est que nous avons un barrage qui est présent sur le lac de Monténard ici. Donc vous voyez cette espèce d'étendue d'eau là. Je sais pas si là vous l'avez. Là, comme je suis sur la map, je peux pas trop vérifier malheureusement, mais en fait toute cette étendue d'eau là, c'est une zone d'eau artificielle.
C'est très très joli, mais c'est artificiel. Et en fait, cette zone d'eau-là, par exemple, si vous faites exploser le barrage, ça relibère en fait les eaux. On revient sur une idée de l'Isengard, sauf que vous remarquez que là, juste à côté, il y a Grenoble. Et si vous regardez l'échelle, on n'est pas très loin. Donc très concrètement, vous avez des litres et des litres d'eau qui se déversent dans la vallée. Et avec la réaction en chaîne, qui vont provoquer plusieurs choses. Alors, ça qui était intéressant, c'est que si on veut vraiment prendre Grenoble, vous remarquez qu'il n'y a pas qu'une étendue d'eau, il y en a deux. Alors, vous avez celle-ci, bien sûr, mais vous en avez une autre ici. Et en fait, la Romanche, voilà, tout ça, ça crée en fait un espèce de goulot d'étranglement qui vient déboucher notamment dans cette zone-là, Pont-de-Claix. Et Pont-de-Claix, il y a une usine chimique. Usine chimique, alors c'est bien parce que ça fait l'actualité actuellement. Pourquoi il m'a ramené sur l'onde du chroniqueur, ce crétin ? Ok, attendez. Hop, il m'énerve. Je vais trouver une solution, bougez pas. Alors, attendez. Je vais gérer. Je vais gérer. Encore une fois, je vous rappelle que je suis pas super doué pour ce genre de choses. Vous savez quoi, je vais faire plus simple. Parce que je sens que ça va m'énerver. Hop. On va faire... Hop. On va le faire à la violence. Parce que des fois, la violence, ça marche. Voilà. Alors, hop. Hop. Hop, voilà. Normalement, c'est bon, tout le monde a la map. Voilà. Alors, elle n'est pas super bien détaillée, parce que, voilà, j'arrive pas à streamer dans des proportions merveilleuses, mais normalement, vous avez un minimum les trucs. Alors, le minimum des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je suis toujours aussi mauvais avec ce genre de choses. Bon, voilà. Donc, le lac dont je vous parlais... Hop, je vais vous l'entourer en bleu. Il est ici. Donc ce lac-là, en fait, que vous voyez qui est là, ici, c'est un lac artificiel, donc. Et en fait, vous remarquez que... Enfin, vous remarquez rien là, c'est mieux comme ça, merci. Et donc, effectivement, ce lac artificiel, en fait, il est maintenu par un barrage, en fait, barrage qui fournit beaucoup d'électricité à la ville de Grenoble. Et en fait, comme je l'ai expliqué, si jamais on pète le barrage, cette zone-là notamment va se retrouver sous les eaux. Pas que cette zone-là, bien sûr, les conséquences sont aussi parce qu'en fait, vous avez une autre source d'eau qui vient de là-bas. Et donc, vous avez un risque non négligeable de créer comme ça, en fait, une inondation dévastatrice dans la vallée. Inondation dévastatrice qui peut provoquer... non seulement un certain chaos, mais en plus, derrière, comme je le disais, toucher les usines pétrochimiques et donc, en fait, très concrètement, détruire complètement la zone de Grenoble, ou du moins la rendre très difficilement vivable. Voilà, ça fait partie des choses. Alors, il n'y a pas que ça comme risque potentiel, mais il y a plein de manières d'anéantir ça, et comme je le disais, les usines chimiques ont fait l'actu il n'y a pas longtemps, parce que dans ces usines chimiques-là, c'est là où il y a une des usines qui va fermer, parce que... c'est une des usines qui gère le matériel qui sert à la défense nucléaire notamment. Et maintenant, on a décidé de ne pas nationaliser. Bref, on va revendre tout ça à des Chinois. Donc, là, c'était une des options. Il y avait plusieurs autres options aussi potentielles. Donc là, je parlais de la plus radicale. Alors, la plus radicale déclenchait une somme de situations très problématiques parce qu'en fait... au niveau de l'usine, vous aviez un danseur de la spirale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le garou de l'Apocalypse, je vais essayer de faire un résumé très vite, mais un danseur de la spirale, c'est un loup-garou qui a été contaminé par le verre. Et là, en fait, si les joueurs avaient décidé d'ouvrir les vannes comme ça du barrage, ils auraient très concrètement déclenché une mutation de ce loup-garou qui serait devenu encore plus fort que ce qu'il était. C'était plutôt pas enviable, mais ça aurait créé une situation un petit peu tendue. Ça, c'était une des solutions qu'il y avait, une des solutions qui a été trouvée par les joueurs et qui avait été aussi envisagée, c'était potentiellement le fait de déménager, de déplacer la louve. La problématique de ça, c'était que
je voulais m'inspirer de ce qui se passe notamment dans les Pyrénées quand on essaye de réinsérer les ours. Je sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais vous avez des chasseurs qui attendent sur le bord de la route tous les camions et qui arrêtent les camions avec des fusils pour voir si c'est pas le camion qui transporte l'ours, et qui y vont avec des fusils en fait. Donc vous imaginez, vous arrivez dans les Pyrénées avec un camion, n'importe lequel, et là d'un coup vous avez 5 débiles en béret qui sortent du maquis avec des fusils, qui vous pointent et qui vous disent arrête-toi, qui vont ouvrir votre coffre et qui vérifient s'il y a un ours, et s'il y a un ours, bien sûr, ils vont l'abattre, comme ils en ont parfaitement le droit, bien sûr. Donc comme d'habitude, je vous rappelle, si jamais vous êtes surpris à casser des bâtiments, quels qu'ils soient, vous êtes pourchassé si vous cassez un abribus, voilà. Par contre, si jamais vous attaquez une préfecture avec un tracteur ou avec un fusil et que vous êtes chasseur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, si jamais ils essayaient de s'enfuir, ils se seraient fait repérer par les personnes et tout, et en fait ce qui se serait passé, c'était qu'il y aurait eu donc des affrontements avec les personnes, etc. Voilà, le but était vraiment positionné là-dessus, pour moi. C'est ça qui était intéressant. Alors, hop, j'essaie de vous trouver. Alors j'ai bien des images, mais là pour le coup ils ont pas d'armes. J'essaie de vous retrouver les images où ils en avaient, où ils avaient fait le barrage filtrant anti-ours. Hop, histoire de vous montrer quand même que je dis pas que des conneries. Hop. Bloc des routes. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais l'avoir là? Hop. À chaque fois, on s'arrange pour toujours prendre des photos des barrages, mais pas des gens qu'il y a de l'autre côté. Tac, tac, tac. Parce qu'ils avaient des armes, parce que leur but c'était, si jamais l'ours arrive, de tirer dessus, quoi. Tac, 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 tac. Alors j'essaie de voir à chaque fois. Ouais, non, à chaque fois on a juste les photos du barrage, mais on n'a pas le. Parce que je me souviens, je crois que c'était une vidéo, moi j'avais vu où on les voyait avec des armes. Attendez, est-ce que là. Ouais, ça va être des armes blanches qu'on voit là, c'est pas des armes. Putain, j'aurais pu. Tant pis. Bon, bref, dans tous les cas, voilà, vous avez le détail. C'est ce genre de petites choses, donc voilà. L'idée c'était un peu d'axer la réflexion là-dessus, et de coller à ça. Alors, ce qui était très drôle, donc là j'arrive maintenant à la partie en elle-même, je vais vous passer tous les scénarios que j'avais envisagés, mais il y avait plusieurs solutions, il y avait aussi des choses qui n'allaient pas marcher du tout. Et donc, comme je l'ai dit, il y avait une novice qui travaille à la métropole, et donc là le problème c'est que la pauvre novice, en fait, elle a fait avec ce qu'elle fonctionne. Ouais, si je retrouve, je mets en description YouTube. Je pense même, alors je sais pas si je ferai un montage, mais si jamais, ouais, je vous mettrai. Mais sinon, vous pouvez voir les barrages routiers. Vous tapez barrage filtrant anti-ours Pyrénées. Là, c'est ce que j'ai fait, mais je tombe que sur les photos du barrage en question. Bon, on en voit avec des armes blanches, des fourches, des trucs comme ça, mais j'ai vraiment souvenir qu'il y en avait qui avaient des fusils de chasse, parce que leur but c'était vraiment de dire si elle arrive, on tue l'ours, quoi. Après, est-ce que c'est pas mon esprit anti-chasse qui avait un peu affabulé en mélangeant 2-3 trucs? C'est possible aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils faisaient des arrêts, ils arrêtaient des gens. J'essaierai de retrouver vraiment ce reportage, parce que ça m'avait marqué à l'époque aussi. C'est pas si vieux que ça en plus. Et donc, pour le coup, pour revenir, la personne qui ne connaissait pas du tout l'univers s'est retrouvée dans cette position, dans cette situation, en fait, de devoir donc avoir des idées de solutions. Et une de ces idées de solutions, ça a été de dire je vais faire une pétition citoyenne. Enfin, en fait, tout ce qui normalement fonctionne aux yeux de la métropole. C'est-à-dire donc lancer une pétition, aller voir l'endroit où elle travaille, etc. Sauf que dans le monde des ténèbres, et le problème c'est qu'effectivement c'est difficile de faire comprendre aux gens que dans le monde des ténèbres les choses ne fonctionnent pas aussi facilement, et qu'encore plus en fait dans l'optique du monde des ténèbres en 2050, dans la circonstance,
le fait de vous dire, vous retrouvez face à quelqu'un qui va pas forcément accepter votre discours, voire va carrément s'en foutre officiellement et devant vous. Et donc la pétition, la première fois qu'elle la ramène, je lui demande de jeter un dé par exemple. Donc elle fait un score de 7 ou de 8, ce qui fait que pour moi le jet est validé. Et je lui dis, bah tu vois, qu'elle prend la pétition et il dit, ok, on va essayer. Et elle me dit, mais c'est-à-dire, comment ça on va essayer? Et là je lui explique, je lui fais, bah t'aurais fait moins que 7. Tu voyais qu'il prenait le papier et il y avait une déchiqueteuse à côté, il mettait le papier dans la déchiqueteuse et il te regardait avec un sourire. Elle me dit, mais il a pas le droit de faire ça. Alors, il y a cette logique en fait, c'est normal, c'est-à-dire que là je suis en train d'attaquer sans le vouloir, mais très concrètement le travail qu'elle a elle, ce qui est normal en fait de sa part de dire mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, et en même temps quand t'as expliqué en disant le monde des ténèbres c'est comme notre monde en un peu plus sombre, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus sombre? Donc là je vous renvoie, si vous avez déjà écouté ce podcast, sur le podcast que j'ai fait sur Dracarys, sur comment faire comprendre un univers à quelqu'un et comment vous projetez pas les mêmes choses. Et quand moi je vous dis c'est notre univers en plus sombre, je ne vois pas les mêmes choses que la personne avec laquelle je le dis. Donc voilà, si vous avez envie, je vous renvoie vers le podcast qui se trouve normalement déjà sur l'entre du chroniqueur, c'est le numéro 2. Un peu de promo ne fait jamais de mal. Sinon, la partie en elle-même c'est à peu près bien déroulé, j'ai plus ou moins, ce que j'ai dit, atténué les choses les plus sombres, les plus difficiles. Et de mon côté, j'ai essayé de favoriser au maximum l'implication des joueurs dans le débat. Donc j'étais pas vraiment actif pour moi, mais pour le coup c'était intéressant de les voir débattre, notamment avec des confrontations de points de vue. On arrive sur des situations qui peuvent être un peu difficiles aussi sur des telles tentatives, donc là j'y arrive aussi, de côté de un one-shot provoque des réactions de joueurs qui sont pas forcément les mêmes ou les bonnes, et ça je pense que les gens qui ont fait déjà des murders le savent, c'est que quand vous avez la notion que oui c'est qu'un scénario, j'ai pas beaucoup d'implication émotionnelle, donc vous avez tendance à faire beaucoup de choses sans forcément réfléchir aux conséquences. Or, comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce genre de système de conséquences à chaque fois, il y a eu par exemple quelqu'un qui a volé une voiture en faisant du carjacking en pleine ville, en partant avec la voiture, et maintenant les voitures, la plupart ont des systèmes de GPS intégrés, donc on est plus capable de les retracer, la personne n'y a pas pensé, je voulais pas forcément lui dire, parce qu'en plus son personnage de base avait même pas de points en technologie, mais donc voilà, la personne a pris la voiture, après ce qui se passe c'est, on fait d'accord, il y a vol de véhicule, on remonte jusqu'à la piste, et donc après, effectivement, il y avait potentiellement les forces de l'ordre qui allaient intervenir, etc. Ce qui fait que c'était beaucoup de problématiques comme ça que moi derrière j'essayais de solutionner, parce que je veux pas non plus empêcher les joueurs de jouer, surtout sur un système one shot, mais tout ce système de réflexion de dire ok, alors là il va falloir que je fasse quelque chose, mais par contre il faut que j'y réfléchisse avant, c'était pas forcément ultra pris en compte sur le moment donné, mais ça c'est pas tant la faute des joueurs que la faute du système de one shot. C'est le one shot, c'est comme ça que ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire que les one-shots, c'est le problème des one-shots, les gens vont avoir tendance à agir un peu débilement en se disant de toute façon qu'est-ce qui se passe, je meurs, ouais mais j'ai pas de durée de vie. Et ça c'est un truc qui arrive aussi beaucoup dans les murders. Alors, qui arrivait en tout cas dans les murders à une certaine époque, c'est-à-dire que les gens, plus le temps avance dans la murder, plus ils vont se lâcher, ils vont faire n'importe quoi, parce que t'as ce côté, on arrive proche de la fin, allez à Yakta Est, ou même je m'en fous, et puis allez, partons dans une explosion rigolote. Et en fait, il y a ce risque-là au fur et à mesure du temps. Donc là, il y a eu un peu, mais pas trop. Là, c'est vraiment juste de réflexion par rapport au système. Donc voilà, là, sur ça, la partie s'était bien déroulée. Et puis maintenant, donc, pour revenir à l'organisation, donc on était dans un bâtiment de la métro. Pour le coup, très grand bâtiment, très intéressant, super cadre. C'est vraiment le bâtiment administratif tel qu'on l'imagine. Alors pour ceux qui sont déjà venus à Grenoble et qui sont déjà venus dans la mairie, pas du tout cette espèce d'ambiance communiste post-seconde guerre mondiale URSS. Là, bâtiment plus vision d'architecte, avec beaucoup de kiosques en fait intérieurs. Donc vous avez vraiment des espèces d'îlots intérieurs comme ça, de mini-salles de réunion, mais qui sont dans le hall d'accueil. Et vous avez toute une coursive, pareil, avec toujours des petits, donc des bureaux forcément d'administratifs en fait, mais vous avez aussi une coursive avec à chaque fois pareil des espèces de kiosques comme ça.
qui vont courir. Donc vous aviez, j'ai dû en compter une dizaine sur la coursive, kiosques qui permettent de mettre une table et 5 personnes dedans. Donc vous voyez, on n'est pas sur du petit bureau, c'est vraiment une micro-salle de réunion, quoi. Et en bas, vous en aviez 3 à 4, juste à côté d'un plan végétal super intéressant. Et donc on était beaucoup plus sur une architecture très typée... c'est les trucs qui me viennent, mais un petit peu cyberpunk... un peu cyberpunk, quoi. J'ai du mal à vous donner un ordre d'idée. Autrement, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une photo de l'intérieur du bâtiment, parce que j'ai que des photos de l'extérieur. Mais c'est le siège de la métropole, en fait, de toute façon, à Grenoble. Et donc, là, pour le coup, on est sur une vision beaucoup plus d'architecte. On sent qu'il y a des trucs qui sont travaillés, qui sont un petit peu différents, quoi. Donc c'était rigolo. Moi, la première chose que je me suis dit, forcément, des formations professionnelles, c'est j'adorerais voir un GN là-dedans. Je trouve aucune photo de l'intérieur, c'est super dommage. Bon, bref, pas trop grave. Mais voilà, donc pour le coup, c'était assez intéressant, assez cool. Il y avait un repas végétarien qui était proposé à la fin. Moi je suis pas resté parce que je devais rentrer manger, mais j'aurais pu rester. Alors, on arrive au principe de base. Alors, le but de l'organisation de cet événement, c'était d'aller chercher de l'individuel, pas de l'associatif. Bon, le problème c'est que dès que vous parlez de ce genre de choses, forcément les associations viennent mettre leur grain de sel dedans, donc il y avait forcément des représentants de différentes associations. Moi, j'y étais pas en tant que représentant de quoi que ce soit, mais voilà. Donc, ce que j'ai discuté avec l'organisateur à la fin, c'est qu'effectivement, il y avait une espèce de mix qui était assez intéressant, puisque comme il n'y avait pas la recherche des associations, vous n'ayez pas les VRP de l'associatif que vous pouvez avoir dans ce genre de circonstances, où vous avez les mecs qui arrivent avec 35 flyers pour dire viendez dans mon truc. Maintenant, il y avait beaucoup moins de conversations possibles, parce que justement, en fait, on arrive, on va à une table, on repart. Je pense que le repas du soir était plus fait pour ça, mais même en observant le repas du soir, de ce que j'ai pu voir, déjà, il y avait beaucoup de gens qui étaient partis. Je sais pas si c'était comme moi parce qu'ils étaient attendus ou parce que le repas végétarien, ça leur convenait pas, mais il y a eu des gens qui sont partis par rapport à ce qui était attendu, parce que c'est quand même un événement qui apparemment a rassemblé une 60aine de personnes. Ce qui, pour un premier événement comme ça, moi ce que j'ai dit, c'est quand même un succès, quoi. Et surtout quand on voit ce qui se passe à côté à Grenoble, où c'est plus compliqué. Je vais pas m'étendre sur Twitch, sur YouTube là-dessus, mais il y a d'autres trucs qui se montent qui sont peut-être un peu plus... avec des ambitions un peu plus hautes, et qui ne mettent pas le quart de ce que j'ai pu voir dans cette organisation-là en place, ne serait-ce qu'au départ. Je pense qu'il y a des choses à apprendre. Ils envisageaient peut-être potentiellement de faire un numéro 2. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est là où on va arriver au cœur de mon sujet, à savoir, est-ce que le jeu de rôle permet vraiment, alors déjà, soit de faire développer une conscience aux gens qui jouent. Donc est-ce qu'un jeu de rôle peut faire changer la mentalité d'une personne? Voilà. Première grande question. Et la deuxième grande question à se poser, c'est, dans ce cas-là, est-ce qu'un opus 2 peut être un opus politique? Puisque ça, c'est une des choses que moi j'avais dites et que je continue de dire. C'est qu'un de mes reproches sur cette situation, c'est que pour un événement organisé par la métropole, il n'y avait aucune présence politique. Et c'est bizarre parce que quand j'en ai parlé avec l'organisateur, j'étais apparemment le seul à soulever ce point. Alors, est-ce que c'était toujours le cas ou pas, je sais pas. Mais pour moi, c'est le genre de choses où, quoi qu'il arrive, il faut quelqu'un pour l'observer, pour tirer des conclusions d'un truc pareil. Même si c'est ludique, même si c'est stupide, il faut que les politiques puissent venir voir. Déjà, de toute façon, et là je vais être très très clair, dans une municipalité quelle qu'elle soit, même si effectivement ça peut être un peu lourd le dimanche, même si effectivement ça peut être un peu compliqué, etc., pour moi il y a forcément toujours, ne serait-ce qu'un adjoint, ou un représentant, ou un secrétaire, ou quelqu'un qui travaille à la mairie, qui doit être présent à ce genre d'événementiel de la vie municipale d'une ville. Pour Grenoble, je sais pas si c'est si impossible que ça, mais c'est difficile de faire bouger les organismes
politique sur ce genre d'événement, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de connoter... eux-mêmes n'ont pas forcément envie de dire, bah regardez, c'est nous qui organisons ça, enfin... et c'est là où on arrive à une problématique pour moi par rapport à cet événement, c'est un événement politique, c'est un événement qui se revendique politique, dans la thématique, dans le système, dans l'organisation, mais il faut que y ait une vision du politique qui vienne là-dedans. Et le problème, c'est que même encore à Grenoble, et surtout dans une année qui se rapproche d'une année de réélection, effectivement, les politiques vont pas vouloir forcément se mettre en avant, que ce soit pour se servir de la cause ou la desservir, et dans les deux cas, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir, est-ce que c'est leur rôle, est-ce que c'est leur position, mais de mon point de vue, vous pouvez pas reculer ce genre de choses. La vie d'une municipalité, pardon, c'est important, et donc, bah ouais, il faut à un moment se mouiller la chemise, etc. Et donc, pour moi, je pense qu'il aurait fallu, effectivement... il aurait fallu essayer d'aller, peut-être, à la rencontre de ce public-là, parce qu'il y aurait eu des choses à en dire. Alors, je vais voir un peu, alors voilà, quel est votre point de vue, si vous êtes en commentaire c'est quoi votre point de vue là-dessus? Voilà, est-ce que par exemple, voilà, je vous aurais proposé, on vous aurait proposé, quelqu'un vous propose comme ça, allez venez, on va faire un jeu de rôle sur une thématique très politique. Alors bon, là on avait donc effectivement sur la chaleur, mais si je vous dis demain, on va faire un jeu de rôle très premier degré sur d'autres thématiques, ça peut être la violence policière, ça peut être le racisme, ça peut être... Et d'un coup de se dire, ok, mais est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Moi, je vais pas rentrer tout de suite dans le débat, je vous laisse voir un petit peu. Qu'est-ce que tu dis, votre Camille, avoir le maire à ta table? Bah putain, oui, en fait. Tu vois, enfin, je veux dire, le maire qui arrive à ta table et qui d'un coup se dit... parce que il y a aussi... C'est bizarre, en fait, mais comme c'est des gens qui sont habitués à jouer des rôles, les politiques... ça c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. C'est un homme politique, il est en représentation constante. Et donc t'imagines quelqu'un en représentation constante qui d'un coup se retrouve dans une situation où il est encore en représentation, mais la représentation qu'on va lui donner, c'est pas une à laquelle il s'est préparé. C'est pas une à laquelle il y a des gens qui ont pu lui faire de lui donner des éléments de langage, etc. Alors, s'il est très très bon, il va s'en sortir parce qu'ils ont quand même une culture et une éducation à ça. Mais la base de la base... et je réponds à la question de votre Camille, mais n'hésitez pas à répondre aux commentaires en attendant. Mais la base de la base, pour moi, c'est vraiment cet aspect de... t'imagines, tu tentes, tu te retrouves... Donc là, j'avais cette personne qui travaillait à la métropole, qui était, pour le coup, donc, qui ne sont pas sur le même système, mais cette personne qui travaille à la métropole se retrouve à se dire, putain, mon travail, l'essence même de ce que je fais au quotidien, je me retrouve dans une situation où ça n'existe plus. Et où on m'explique très concrètement que ça n'a aucun putain d'intérêt. Et toute la formulation qu'elle mettait en place, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de parler de ça, donc finalement elle dépose, elle dépose le papier, le récépissé d'appel aux gens et tout, et en fait, elle est reçue par un adjoint au maire, et je lui dis, c'est quoi l'intitulé très exact de ta pétition? Et elle me dit, bah c'est remettre en place le vivant, et la biodiversité. Et là, je lui dis, d'accord, t'arrives dans le bureau, le mec est en train de fumer un cigare, il se penche vers toi, et il te dit, c'est quoi votre truc bon, si j'ai bien compris, vous voulez faire repousser des pâquerettes dans le Vercors, quoi. Et voilà, parce que vous arrivez en disant, faut parler de biodiversité. Si vous parlez de biodiversité, c'est un peu comme le principe de l'univers, vous parlez de décrire un univers. Vous parlez du vivant et de la biodiversité à 3 personnes, ils vont avoir 3 visions différentes de ce que c'est. Déjà. Et vous avez, et ça c'est ce que j'avais expliqué aussi, il y a aussi le risque que vous tombiez sur quelqu'un qui n'a, pour vous en tout cas, que du mépris. Que ce soit parce que sexisme, que ce soit parce que classisme, que ce soit parce que ça peut arriver encore plus, mais pas dans les circonstances du jeu que je jouais, mais racisme aussi. Effectivement, s'il vous regarde et qu'il vous dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais la porte elle est là et barrez-vous, et vous allez vous plaindre avec quoi? C'est ça le truc, si vous êtes mal reçu par ces gens-là, vous allez vous plaindre à qui? À leur échelon supérieur, ils répondront jamais. Donc, très concrètement, ça donne une illusion de pouvoir aux gens qui en ont un petit peu, ce qui fait que vous pouvez vous faire mépriser de manière ouverte.
Et on en a des preuves quotidiennement. Mais mettre les gens dans cette situation-là par rapport à leur vie professionnelle, c'est très compliqué. Mais mettez par exemple, truc tout bête, hein, un maire d'une ville à une table, je vais même pas aller jusqu'aux adjoints du maire et tout. Et là, vous le mettez face à une situation toute bête. C'est un citoyen lambda. Et d'un coup, il tombe sur la police municipale de sa ville. Et vous lui faites une scène banale. Mais comment vous pensez qu'il va réagir? Parce que là, en fait, il y a le personnage qu'il est censé jouer, qui va pas forcément apprécier. Alors, soit il va le caricaturer, soit il va se dire, mais je suis quand même autour d'une table avec d'autres personnes que je connais pas, qui sont potentiellement des administrés. Je peux pas dire, mais espèce de connard, je vais te défoncer la gueule si tu me parles mal. Non, il va se dire, bah attends, parce que je vais relever son numéro de plaque, et puis je vais écrire à son supérieur, et puis on va aller le punir, enfin, on va mettre en place toutes les démarches, puis à ce moment-là, toi, tu vas le regarder, tu vas faire, ok, quel numéro de plaque? Quel numéro d'indication? Bah le sien, oui, mais il l'a pas là. Tu le vois pas sur lui. Tu lui demandes. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît votre nom, votre prénom, votre numéro de plaque, que je puisse me plaindre au supérieur de votre attitude? Tu fais ça. Et tu fais ça en n'étant pas le maire. Tu fais ça en étant un gars qui vient de croiser et qui a un pouvoir de un gars. Et je sais pas s'il serait très à l'aise avec ça. Je pense que c'est très compliqué hein, d'un coup de sortir. Alors je donne ces exemples-là, il y en a plein d'autres en même temps. Parce que ça peut être pareil, ça peut être... on peut jouer le phénomène inverse. T'es policier municipal. Ok, t'es appelé parce qu'il y a des mecs qui sont en train de cramer une poubelle et t'es là et t'es devant eux. Qu'est-ce que tu fais? C'est pareil, le mec il va te dire bah j'y vais, j'essaie de parler gentiment avec eux, d'accord. Il te regarde, il te crache dessus, ils en ont rien à foutre. Et vous voyez, ce truc qu'un rôliste va se dire bah je m'en fous, je suis dans un jeu de rôle, je suis en représentation, un homme politique, c'est pas le même jeu. Donc je pense qu'il faudra ça peut être fait, ça peut être envisagé, ça peut être envisageable, mais il faudra toujours que le maître du jeu et le politique aient une conversation ne serait-ce qu'un tout petit peu avant. Parce qu'il va falloir à un moment ou un autre qu'il y ait un truc de se dire ok mais qu'est-ce que vous autorisez, qu'est-ce que vous autorisez pas, qu'est-ce que vous vous autorisez à faire, qu'est-ce que vous vous autorisez pas à faire, et je pense que tu as une sélection à avoir. Et effectivement, je pense que dans ce genre de circonstances, et je le dis sans aucun sentiment péjoratif, mais je pense qu'un maire aura beaucoup plus de facilité à aller jouer à un jeu comme Donjons et Dragons ou Star Wars. Et encore, Star Wars, vous pouvez aller sur du politique beaucoup plus facilement, mais sur un jeu qui va être complètement déconnecté de sa vie, vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire jouer à une personnalité politique, un jeu cyberpunk ou un jeu du monde des ténèbres. Là, je pense que vous les lâchez tout de suite. Ils vont vous regarder, ils vont sourire, ils vont rester un petit peu, puis ils vont être très mal à l'aise très très vite, parce que là, ils vont avoir dans leur tête tout ce que je vais dire pour avoir retenu contre moi, quoi. Pas beaucoup de réactions sur ce que je raconte. Vous en pensez quoi? Donc, est-ce que pour vous, déjà, est-ce que le jeu de rôle a déjà changé un point de vue que vous aviez sur quelque chose? Est-ce que le jeu de rôle a déjà amendé une vision que vous aviez? Je viens d'allumer le ventilateur, vous me dites si ça vous dérange. N'hésitez pas, si vous voulez pas, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Hein. Normalement, vous apparaissez, enfin mon Discord n'apparaît pas. Si vous voulez m'envoyer des messages sur Discord ou autre pour pas commenter, pas de souci, mais. Ça m'a fait prendre conscience de la difficulté de certaines décisions, ouais. Je pense qu'un JDR m'a déjà ouvert des idées, des perspectives que je n'avais pas avant. Ouais. Bah, sur la difficulté de certaines décisions, c'est un truc que j'aime bien. Parce que le jeu de rôle t'offre. Bah, c'est un peu comme c'est le principe de l'imaginaire. Il t'offre la possibilité que. C'est-à-dire que tu développes ton idée jusqu'au bout avec le maître du jeu qui va te répondre en face. Mais c'est un peu le côté du jeu qu'on aime bien faire. Si demain tu gagnais à l'euro million, tu fais quoi de ton argent? Si demain t'es président et tu peux donner toutes les ordres que tu veux, tu fais quoi de ton pouvoir, etc. Le jeu de rôle ouvre cette perspective de dire
Maintenant, c'est bon, tu peux. Bah, c'était un peu l'enjeu, et c'est un peu la question que je pose, c'est... si je vous donne les pouvoirs de Superman, ça c'est c'est un truc que m'a répétait beaucoup mon père quand j'étais jeune, c'était pour savoir quelle est votre orientation politique. Posez-vous toujours la question de savoir si demain vous vous réveillez avec les pouvoirs de Superman, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la première chose que vous faites? Puis la première, et puis les choses suivantes, mais quelle est votre réaction face à ça? Est-ce que vous essayez de tout changer? Est-ce que vous... Et donc c'est ça en fait, le jeu de rôle vous permet de créer cette situation. Le truc est que la mémoire est une chose fabuleuse, je ne sais pas si je me souviendrai vraiment de l'instant clé de mon changement de vie. Oui, ça arrive effectivement quand on commence à vieillir, comme nous. J'ai à la fois compris que j'avais beaucoup de mal à jouer des rôles dénués de moralité. C'était très facile de faire n'importe quoi quand tu es en position de pouvoir. Oui. Oui. Ah bah, encore une fois, ça c'est des choses, pour le coup, l'ivresse du pouvoir. Ouch, non mais on vieillit, j'ai pas dit on est vieux, j'ai dit on vieillit. Quand tu commences à avoir... T'as plus de difficultés de te rappeler de tes expériences en JDR quand t'as commencé depuis 3 ans, au lieu de quand t'as commencé depuis 25. Là, tout simplement, je peux le dire pour en ayant commencé depuis 25, c'est un peu plus compliqué, quoi. Très facile de faire... Donc, ouais, pour revenir sur très facile de faire n'importe quoi quand t'es en position de pouvoir, je pense que ça, ouais, c'est le truc que je retiendrai du JDR aussi. Je pense que t'as des moments, tu dois être... Faut quelqu'un pour te ramener un peu les pieds sur terre, parce qu'effectivement, tu te retrouves dans des circonstances où... Bah déjà, quand tu prends une décision, ça affecte la vie de 70 millions de personnes en France. Alors, quand t'es le président, ministre, effectivement, quand t'es à l'Assemblée. Mais même dans une municipalité comme Grenoble, tu prends une décision, ça impacte, je sais plus, 15-20 000 personnes. Plus, je sais même plus combien il y a de personnes à Grenoble. Non, on est plus que 20 000, je crois qu'on a... Je vais pas dire de bêtises, je vais aller chercher là. Ok, 500 000, j'ai rien compris, moi. Ok, on est 500 000. Une partie de Vampire la Mascarade, il y avait 3 humains au milieu de nous, tous les vampires. Si on ne pas jouer comme un chat avec une souris, j'ai vraiment eu besoin de me dire tu as beaucoup d'humanité, tu as beaucoup d'humanité. Oui, ça c'est... Mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'aspect pervers du one-shot. C'est-à-dire que là, d'un coup, tu te dis... en vrai, j'ai envie de rigoler. Et tu oublies, en fait, ton personnage parce que tu te dis « Ah, c'est drôle ». Et ça arrive aussi à plusieurs... Enfin, moi, je l'ai vu à plusieurs tables. Hein. L'élément chaotique, il entraîne tous les autres. J'ai rarement vu un élément loyal attirer les autres. Qu'est-ce que je ferais si j'avais le pouvoir de Superman? Je serais dans une sorte d'immobilisme moral. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est pour ça que je trouve... Et c'est ça qui est intéressant avec les personnages, les adaptations de Superman, on voit aussi la moralité du mec qui écrit le scénar, quoi. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que je déteste Zack Snyder. Hein. Mais tu vois, c'est ça, c'est de te dire à un moment, putain, t'es invincible, on peut pas te tuer, on peut pas te toucher. T'entends tous les malheurs du monde. Qu'est-ce que tu fais? Respirer dans un casque anti-bruit super surpuissant. Oui, je pense que t'as un moment la dissonance cognitive, le trop plein d'informations, c'est rien que quand on regarde la télé aujourd'hui, tu dois avoir un trop plein d'informations. Et moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est qu'il devient journaliste. Ça, c'est le truc que les gens ont jamais remarqué, mais le mec est tellement dans une attitude de vouloir savoir. Parce que c'est ça, un journaliste, son métier, c'est de vouloir savoir. Il s'arrêtera jamais à stop. Et donc là, en fait, le mec est systématiquement en train de le voir, lire, entendre, tout. Et tout ce qu'il ne voit pas, lit pas et tout, il enquête dessus. Donc, et il sort avec la personne, en plus, sa femme, c'est la journaliste encore plus hardcore psychopathe que lui. C'est-à-dire que même les choses qu'il pourrait ignorer, c'est elle qui va lui mettre en face. Donc, ouais, non, il y a une force morale qu'il faut pour résister, quoi.
Oui, c'est ça, je regarde pas par impuissance, mais c'est ça en fait, c'est que là d'un coup tu te dis que tu pourrais faire quelque chose, mais... Et ça c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que tu pourrais faire quelque chose, mais quelque chose qui ne peut être que direct. Tu peux pas arriver, regarder la personne, lui manipuler l'esprit et dire bon maintenant t'es gentil. Alors, c'est pareil, ça poserait d'autres questions. La fois où j'ai eu une position de responsabilité de pouvoir, j'essayais vraiment de savoir un maximum. Ben, oui, parce qu'en fait, tu te retrouves dans la situation où... Mais alors là, c'est la situation de devoir peser chaque chose, chaque décision, en fait. C'est que tu te retrouves dans une circonstance où, bah, en fait, comme tes actions vont avoir des implications énormes, bah ouais, mais en fait, il faut que... Je peux plus être juste... Je peux plus simplement dire oui, non, peut-être, va te faire foutre. Alors, tu peux toujours, mais tu te rends compte très vite que tu, tu te prends une claque de la réalité, quoi. La PLS de quand je jouais la matriarche du Fury Noir. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit, alors j'en ai parlé un peu, parce qu'on n'avait pas les tribus, en fait. Mais c'est voilà, d'un coup, de devoir te dire, chaque fois que je vais dire un truc, il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont faire ce que je dis. Ah bah... Tu vas beaucoup moins facilement aller insulter quelqu'un. Ou tu vas le faire beaucoup plus facilement. Ça dépend toujours de la circonstance que tu veux, quoi. Des conséquences sur des vrais gens, je peux pas avoir une opinion basée sur juste du vent. Ben... C'est particulier parce que effectivement je suis pas... Je peux pas être partial là-dedans non plus. En fait, c'est pas tant du pouvoir que t'as que du pouvoir qu'on te fait croire que t'as, parce qu'en fait, en soi, tu peux pas anéantir le libre arbitre de la personne d'un claquement de doigts. Tu peux effectivement déclencher des conséquences, mais qui vont être liées à ce qu'on va te donner comme accès, en fait. C'est comme un modérateur. Tu veux dire, un modérateur va pouvoir modérer ce qu'on lui a donné la possibilité de modérer, et s'il doit rendre des comptes, ce sera à la personne qui lui a donné ce pouvoir. Mais en soi, c'est toujours le même problème de... tu ne peux utiliser le pouvoir que... Tu ne peux utiliser que le pouvoir qu'on t'a donné. Et c'est aussi ça, pour ça que la question sur Superman est intéressante. J'ai un impact sur la vie de plein de jeunes humains. Alors, je suis plus mesuré là-dessus, parce que moi je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions sur... Je pense qu'au quotidien on se fait beaucoup d'illusions sur l'impact, peut-être encore plus maintenant, sur l'impact du corps enseignant sur les élèves, quels qu'ils soient. Je pense que on est modulé beaucoup par notre éducation parentale et notre milieu parental. Et je pense que t'auras beau faire ce que tu... Enfin, je le vois, hein, c'est-à-dire que t'as beau expliquer des trucs de toute façon à des gamins, s'ils ont décidé, ou si on leur a expliqué qu'il valait mieux être con, tu t'arriveras jamais à rien faire. C'est peut-être un peu fort le terme con, mais vous voyez l'idée, quoi. Et sinon, est-ce qu'il y a encore... Ellie, est-ce que t'es encore là? Ah, il y a des gens, hein, je vous vois, mais je vous vois pas commenter. Wesh. Ah, on pose la question, est-ce qu'un jet de dés peut sauver le monde? Les autres, est-ce que le jeu de rôle a pu changer votre existence? Votre point de vue politique. Restons sur l'échelon politique. Et pas politicien, me dites pas que vous êtes devenu de gauche parce que vous avez fait une partie de Shadowrun, quoi. Mais c'est... Est-ce que le jeu de rôle a changé votre façon d'envisager la notion politique au sens premier du terme, de la vie quotidienne de la cité, quoi? Pas me concernant, pas vraiment. Bah ouais, tu peux le dire, hein. Encore une fois, hein, c'est aussi le truc d'une action ludique, hein. Tu peux pas attendre, tu peux pas espérer d'une activité ludique qu'elle change le monde. Enfin, je sais pas si
J'allais dire un truc, mais j'ai trouvé un contre-exemple dans ma tête tout de suite, mais... Je sais pas si beaucoup de gens ont eu leur vie ou leur mentalité politique chamboulée parce qu'ils ont fait une partie de petits chevaux, quoi. Ou une partie de Monopoly. Et justement, le contre-exemple, c'était ce que j'allais dire, c'était le Monopoly. Je pense qu'au bout d'un moment, t'as très vite compris que si tu gères pas la banque, t'as perdu, quoi. Enfin, celui qui... au Monopoly, celui qui gagne, c'est celui qui gère la banque. Rien que ça, c'était une idée politique très forte. Je dis ça parce que ma tante a jamais perdu une partie de Monopoly. Sans tricher, ce qui est apparemment... ce qui est toujours très très bizarre. Mais... Et en même temps, elle joue pas la banque. Donc... Les autres, Ellie, est-ce que t'es encore là? Il y a des gens qui regardent mais ils répondent pas, c'est frustrant. Donc voilà. Après, enfin, pour en revenir juste sur cette idée, parce que je la trouve amusante, est-ce que vous avez déjà été dans un jeu de rôle où la fin du monde s'est décidé sur un jet de dés? Il urque à tes souhaits. Est-ce que vous avez déjà été dans une partie de jeu de rôle où tout le destin du jeu, c'était rate ton jet de dés, et l'univers est détruit? Ou du moins vous avez perdu la campagne? Je crois pas que je l'ai déjà fait, ça. Je sais pas si c'est vraiment rigolo comme truc, en fait. Oui. Et tu le savais avant ou pas? Est-ce que tu savais avant de jeter le dé? Est-ce que avant on t'a mis la pression en mode bon, si tu rates ton jet, tout le monde est mort? Le truc de bâtard. T'es là tranquillement en train de jouer, c'est... Je pense que c'est un truc de... Enfin, je vais dire un truc... C'est un truc de one-shot. C'est un truc de one-shot ou c'est un truc de... Tu pousses le bouchon tellement à l'épicness que tu te dis putain... Je sais que si jamais elle foire, Voilà quoi, c'est... Il y avait eu un build-up vers ça, ouais, c'est ce que je dis, tu vois, c'est à la limite vers l'épicness, et quand tu jettes ton dé, c'est croire en l'âme des cartouilles, quoi. C'est arrivé à des gens que je connais. J'ai l'impression que c'est le truc... Moi, ça m'est même pas arrivé, mais j'ai connu des personnes comme ça. Elles en parlent encore, tu revois le mème du chien, vous savez, qui regarde dans le vide et d'un coup les images du Vietnam qui défilent. Dans le sens où il y avait moyen d'éviter d'avoir à se reposer sur un jet de dés. Ouais, donc tu vois, il y avait quand même une solution. On pense toujours que c'est les autres. Mais moi, vraiment, j'ai l'image du... Tu sais, c'est... Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Puis en fait, imagine là, le gif du chien, vraiment, tu vois, qui regarde. Et en fait, c'est là... Eh vous avez déjà été à un jet de dés de sauver le monde? Puis d'un coup, t'as le mec qui est là, il revoit les images de Shadowrun. Tiens, c'est votre Camille. En fait, votre Camille, elle revoit les images de Shadowrun, tu vois, elle était là, en fait. On était là. On allait pouvoir détruire les consortiums. Le communisme allait vaincre. On allait enfin faire le partage des richesses. Et on a foiré le jet de dés. On est tombé sur un os, littéralement. Un os pointu qui était là. Je me suis empalé au moment de rentrer la clé USB. J'ai lâché le clé USB, elle est tombée. Et tout le monde nous a oubliés. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 4 ans sur cette partie. On a été un jet de dés de se faire exploser la tête et plonger dans le monde dans les ténèbres. Ah, et plonger le monde dans les ténèbres. Oui, parce que j'étais plongé dans le monde des ténèbres. J'étais en mode, ah, c'était vraiment Yu-Gi-Oh en fait. Dans cet ordre. Oh. L'avoir permettrait de tout sauver. Ah ouais, c'était vraiment, c'est vraiment le truc de jeu de rôle, tu vois. C'est ne rate pas le dernier QTE. Tu viens de finir le dernier boss, tu vois. T'es en mode ah putain, c'est la cinématique de fin. Puis d'un coup, t'as le QTE. Et tu fais quoi? Pourquoi il y a un QTE là? Quoi? Et puis poum. On l'a perdu en cours de la partie. Ah ouais, vraiment le truc de merde. Pas de cul. T'es un GD se faire exploser la tête. Par contre, le coup de se faire exploser la tête et plonger le monde dans les ténèbres, ça me fait.
Ah, quand c'est pas sur un actual play, te buter toute la table en un coup, c'est chaud. On est allé jusqu'au bout. Titre. Fallait tenter, quoi. Boss final. Vache. Ouais. Ah, je sais pas si je ferais un truc pareil sur le boss final. Parce que justement, t'as le truc de... Ouais, enfin, tout le monde est mort. Puis là, d'un coup, ça fait genre... Bon. Bah... C'était bien. Bon, bah bye, hein. Voilà, rentrez bien. C'est ça, la boss finale sur la tête, tu vois. Non, mais vraiment, tu sais, tu regardes, fais... Alors, t'imagines la fin décevante, tu vois, c'est... Frodon Mélano, Sauron le récupère, et puis là, d'un coup, les autres font... Tel les autres devant la porte noire, c'est... Bon. Bon, bah, c'est foutu, bon, bah... Je vais boire une bière. Allez. Bah non, on s'est battu. Bah oui, mais imagine, tu perds. Justement, tu foires ton jet de dés, et le mec, il te one-shot tous, tu vois, c'est... Ça se fait ça se fait en jeu vidéo parce que t'as la sauvegarde. Ah oui, mais ça fait partie du contrat social. Mais ouais, mais là, je suis même pas là-dessus. Là, je suis en mode... Est-ce que ça ne peut être que décevant, le truc, si jamais tu te fais fumer à la fin, en mode... Bon, bah, one shot. C'est l'histoire de votre mort. Oui, mais c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Je te dis, vraiment, t'es au boss final... Et c'est vraiment le boss final, genre ta campagne de JDR, puis là t'es sur le méchant, puis là d'un coup c'est le truc de... Non, non, tu vas l'avoir dans l'os. Si tu faisais Rogue One en JDR. Ouais, mais alors, l'exemple est intéressant. On est en train de changer de sujet, mais j'adore. L'exemple est intéressant. Si tu fais Rogue One en JDR, pour moi le boss final, c'est les plans de l'étoile noire en fait. Tu crèves, mais t'as gagné. Ta victoire, c'est le fait de donner les plans à l'étoile noire. Après, si tu meurs en le faisant, c'est pas grave. Là, pour le coup, je veux dire, j'ai été maître du jeu sur Garou pendant des années. L'important, c'est pas ta vie, c'est la mission. Et c'est pour le coup, ouais, effectivement, c'est un autre type de jeu, ça. C'était pas scripté du tout, ça se jouait à l'affrontement. Mais ouais, mais c'est ce que je te dis, tu vois. Imagine, tu foires. Pas le truc décevant à la fin, vraiment le truc de... Putain, allez, on donne tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a. Puis d'un coup, c'est Sephiroth qui t'envoie le météore à la gueule, tu fais... Ah merde. Bon, bah... Bon, bah, on va boire un coup, hein. Tu regardes le truc, tu fais... Alors, ça aurait été une belle mort. Bah, peut-être, après, enfin, je pense que... Moi, je pense que j'aurais le côté... Si vraiment c'est le truc de tu meurs, mais c'est pas le sacrifice, tu vois, c'est vraiment le non, t'es mort, il a gagné. Je pense que sur le coup, selon le JDR que c'est, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est ce que dit votre Camille, c'est si par exemple t'es sur du Cthulhu, par exemple, tu vois, enfin, je veux dire, j'en ai rien à foutre, Cthulhu, c'est normal, tu vois. Mais ouais, là, t'es pas sur le même genre de jeu, tu vois, t'es vraiment sur un jeu genre classique. On va parler comme ça. C'est sur un jeu classique où justement t'es pas là-dessus, t'as traversé des épreuves et tout, puis à la fin. Non, mais t'es mort. Ok. Et donc, il a gagné. Et donc, donc rien, t'es mort. Oui, c'est ça, tu vois, faut que ce soit stylé. Faut mettre en scène une mort, c'est important. De toute façon, oui, il faut toujours mettre en scène. C'est du style Cthulhu, niveau rapport à la mort. Ouais, mais alors dans ce cas-là, tu vois, pour moi, c'est le côté de... En fait, ta mission première, c'est la survie, tu vois. C'est ça, en fait, c'est qu'à la limite, que tous les gens meurent à la fin, si ton jeu de base... si ton jeu de base, c'est la survie, que tout le monde meurt à la fin, j'ai envie de te dire, c'est pas une défaite. Enfin, c'en est une, mais c'est logique, tu vois, tu peux pas gagner, en fait. Ton but, c'est juste de dire, je vais essayer de repousser l'échéance au maximum, quoi. Donc ça, à la limite, la frustration, c'est si t'es le premier à mourir sur le premier scénar et que les autres ils continuent sans doigt, tu vois. Tu l'as juste dans l'os, mais ça aurait été le cas. Non, mais voilà, après, presque, j'avais du mal à... Enfin, comme je sais pas ce à quoi vous jouiez hier, je fais avec les infos que j'ai, et pour moi, c'est vrai que, en règle générale, c'était plus potentiellement de l'actual play, mais c'est vrai que, ouais, la gestion de la mort, on est sur autre chose. On est sur totalement autre chose.
Voilà, bah, j'ai fait le tour de mon truc là. En vrai, j'ai fait le tour là sur Chaleur Critique. Je pense que je ferai quand même un micro-montage pour virer la fin, si vous voulez qu'on discute encore un tout petit peu, mais on va pas discuter trop longtemps non plus, parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire avant d'aller me coucher. Mais ouais, bah après, voilà, moi ce que je leur ai dit vraiment, c'est s'ils veulent faire un opus 2, moi je pense qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants. Peut-être en mettant en lien avec d'autres organisations, d'autres trucs. Pourquoi pas? C'était intéressant. Excusez-moi, je baille comme un sale. C'était vraiment intéressant pour le coup, comme système, comme journée. Je pense qu'il y aurait des choses à voir qui pourraient être intéressantes là-dessus. Mais ouais, pour le coup, j'espère vraiment qu'un truc comme ça pourra déboucher sur quelque chose de positif, quoi. Juste ressenti sur la partie. Mais ce que j'ai dit, en fait, moi, sur la partie, c'est du one shot sur un système qui peut être très lourd. Donc moi, mon ressenti sur la partie, c'est j'ai fait un scénar de convention, quoi, ce qui n'était pas forcément intitulé de base. Les joueurs étaient pareils sur la même optique, je pense, sauf la personne qui était à la métro, qui était plus sur je découvre le JDR. Excusez-moi, je m'installe un peu mieux. Donc ouais, la personne à la métro était plus sur une optique de je découvre le JDR, donc pour le coup, elle, son ressenti c'était plus ok, elle a fait son expérience, quoi. Pour le reste, les joueurs en fait étaient plus en mode tiens, j'ai envie de découvrir ce que c'est que loup-garou. C'était des joueurs qui jouaient d'habitude normal, hein, plus à vampire, quoi. Vampire ça vend plus, ça vend mieux. Comme je disais d'ailleurs par rapport à la V5, hein, d'ailleurs, hein, c'est autant la V5 de Garou, d'un côté j'espère qu'elle se casse la gueule, et d'un autre je suis content si ça se casse la gueule. Autant la V5 de Vampire, pour moi c'est autre chose, c'est... j'ai des critiques sur certains points, mais à la limite ça se vend, pour le coup ça se vend très bien, et c'est cool c'est cool pour la V5 de Vampire, à la limite, ça je suis content pour eux, quoi, je m'en fous un peu. Mais parce que Vampire se vend très bien de toute façon. Même Vampire Requiem en France, on a tendance à croire que, mais en fait, ça avait fait un petit carton quand même à l'époque, leur reboot du Monde des Ténèbres. Leur premier reboot du Monde des Ténèbres. Donc là, pour le coup, ouais, c'était plus des joueurs de vampires, donc ils ont pu jouer à des garous, donc ils étaient contents. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai pu interpréter un vampire que j'ai commencé à écrire sur un autre truc. J'ai un vampire à côté que je suis en train de bosser. Et donc là, j'ai pu l'interpréter, donc c'était rigolo. Parce que justement, forcément, comme c'est des gens qui, pour partie, connaissaient le Monde des Ténèbres, certains, leur premier réflexe, ça a été je vais aller voir un vampire. Donc c'est une dose de méta que je peux accepter, parce qu'encore une fois, on est dans une convention, je suis pas là pour frustrer les gens. Et ça s'est pas passé comme ils espéraient non plus, parce que ils sont pas allés voir un pote, quoi. Donc voilà. Sur le reste, qu'est-ce que j'aurais à dire? Je sais pas si vous avez vu l'épisode 2 de Gotham City Chronicles est sorti. J'espère que vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez partagé. Ça a été une galère à monter, absolument insupportable. Donc voilà, j'espère que ça marche quand même un peu. Pour ceux qui l'ont juste écouté, je vous conseille quand même de revoir certains passages. Je vais pas forcément les divulgacher ici, mais jouez avec votre souris, parce qu'il y a des moments où j'ai mis des effets visuels, je me suis un peu fait chier sur des trucs. Donc n'hésitez pas à jouer avec la souris pour aller voir différents trucs, ça peut être sympa. La nouvelle joueuse, on la voit au prochain semi-jet. Celle qui était de la métro, je pense pas. Alors, je pense pas, j'en sais rien. J'en ai parlé un petit peu. En fait, le GN, elle en a eu, elle en avait parlé, elle en avait entendu parler, pardon. Mais elle en a entendu parler avec quelque chose qui durait sur plusieurs jours, etc. Donc elle était un petit peu inquiète à ce sujet. Moi, je suis parti dessus en disant non, mais nous, on fait un autre modèle. Donc peut-être qu'elle pourrait venir sur ce genre de format, mais
En fait, je le sens plus comme quelqu'un qui va te dire oui parce qu'elle est polie, mais comme j'en ai rencontré plein en convention, et je comprends, tu vois, enfin... C'est normal déjà que la première attitude des gens ce soit pas oui oui je viens, tu vois, voilà. Après comme je l'ai dit, moi j'étais pas parti sur une optique de faire vendeur de tapis. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça moi perso. Quand on te laisse pas un espace pour en fait. Déjà quand on te laisse un espace pour, je suis pas fan. Mais parce que t'en as qui ont besoin d'argent en ce moment sur Grenoble pour faire du JDR, donc forcément ils avaient des trucs à vendre. C'est pas la même logique. Moi j'étais pas là pour promouvoir quelque chose, j'étais là pour essayer de voir ce que ça pouvait être ce truc. Et je dois dire que je n'ai pas été j'ai pas été déçu sur l'organisation. Je pense que par contre, il faudrait, ce que j'ai dit, hein, et je maintiens, ce sera vraiment ma conclusion sur ce truc-là précisément, il faut y mettre une conclusion de quelque chose. Faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui observe ce truc. Faut un débouché, parce que sinon, est-ce que ça a vraiment une utilité, je pense pas. Mais bon. Qu'est-ce que j'avais à dire encore? Ah oui, sinon, ouais, ce que j'avais à vous proposer, parce que j'avais fait un petit un micro sondage. Où qu'il était. Ah oui, c'est là. Ouais, j'avais proposé si les gens avaient envie de voir des trucs cet été. Parce que cet été, donc, il n'y aura pas le Superman, mais oui. D'ailleurs. J'en avais parlé au moment de Batman, et puis si vous avez vu un peu les scènes post-crédit, vous savez que Superman va arriver. Au cinéma, mais pas que, en JDR. J'ai trouvé quelqu'un pour jouer Superman, je vais pas le faire tout de suite, mais j'ai trouvé les personnes pour jouer Superman et Lois. Mais je ferai pas ça cet été, je ferai ça l'année prochaine, ce sera un projet de l'année prochaine. Dans l'idée, ce sera un enregistrement qui se fera sur une partie... Ouais, mais cet été, ouais, mais le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, c'est perso, ça. Ce que je veux dire, c'est pour la chaîne et tout. La chaîne Twitch va pas rentrer non plus en pause, mais très clairement, il n'y aura pas le Superman en live. Je sais pas encore si je ferai une diffusion live du live, ce serait pas super intéressant. Par contre, je pense que je ferai, c'est un montage, comme je l'avais dit. Un vrai montage, pour le coup, où là, je vais faire pas le même format que pour les Batman. Là, sur le Superman, je ferai un montage de long métrage. C'est-à-dire que je sais pas encore comment je vais réussir à le faire fonctionner, mais ce sera pas la même découpe, ce sera pas le même rythme. Et ce que j'adorerais, par contre, c'est peut-être que je ferai un live Twitch où je le diffuserai en mode avant-première, et puis après je le mettrai sur YouTube. Ça, c'est possible. Faudra que je vois au niveau des musiques libres de droit, parce que j'utilise pas de musique libre de droit en général. Enfin, YouTube est pas trop chiant avec ça tant que je monétise pas, et comme je monétise pas, mais j'en parle à la fin de ça aussi. Ils sont pas trop chiants. Non, sinon, j'avais proposé des sessions de jeux sur des trucs un peu sympas, et au niveau des votes, vous avez voté, et en fait, je pense qu'il y a des trucs que je vais faire et d'autres que je ferai pas tout de suite. Mais très clairement, donc vous avez voté pour Infection Free Zone. Alors, c'est un jeu qui se joue avec Google Maps. En gros, sur Google Maps, je tape une adresse et c'est un espèce de jeu de gestion, invasion zombie, plus vampire ghoul, mais en gros, c'est des créatures qui sortent la nuit et qui viennent assaillir une bande de survivants que vous avez. Et en gros, vous devez essayer de modeler, littéralement, l'environnement dans lequel vous êtes en détruisant des immeubles, en reconstruisant d'autres et tout. C'est assez rigolo. Mais ça pompe de l'énergie, un truc de malade mental, parce que selon la zone où vous êtes, le truc doit gérer plein de bâtiments, etc. C'est un peu le bordel. C'est très très compliqué, c'est un peu lent comme jeu. Je sais pas si je ferai des grosses sessions dessus ou beaucoup, mais voilà, je le ferai, ça c'est sûr. Il y aura une ou deux soirées, mais maximum sur ce truc. J'irai pas plus loin, je pense, en live sur ça. Parce que c'est pas, ça me permettra de parler un peu des zombies au cinéma, parce que encore une fois, je l'ai dit, hein, je vais pas être une énième, je vais pas être un énième chaîne Twitch déjà, enfin vous l'avez remarqué, hein, je donne pas de rendez-vous toutes les semaines, et puis c'est pas avec les personnes qu'on est que je veux pas créer un modèle économique de Twitch, ça m'intéresse pas.
Mais en tout cas, voilà, je ferai 1 ou 2 sessions dans l'été de ça. Pareil, je ferai 1 ou 2 sessions de Worshipper of Cthulhu. Là, c'est un jeu de stratégie, gestion, d'une ville qui rend un culte aux grands anciens. Alors, je l'ai un tout petit peu testé celui-là, mais alors par rapport à Infection Free Zone où j'ai beaucoup joué, là je l'ai juste un peu testé. Je le tente très bien celui-là en live. Et puis à la limite, je m'arrête quand j'en ai marre. Parce que je sais pas s'il est bien, je sais pas s'il est, il est vraiment bien, mais il avait l'air très très cool. Et il y en a un qui me fait un peu rire, mais qui est entièrement en anglais, donc j'ai un peu peur, mais c'est Tavern Talk. C'est une espèce de light novel, ambiance fantasy, où on tient une taverne. Je veux bien voir où ça va ce jeu. Et si c'est du light novel, ça doit pas être trop trop long, donc peut-être que lui je le ferai en entier. À chaque fois, je vais quand même vous dire ce que je vais faire à côté. C'est-à-dire que donc Infection Free Zone, je pense que j'essaie de préparer des trucs sur les zombies au cinéma notamment. Worshipper of Cthulhu, je pense que je préparais un petit peu des trucs sur le culte de Cthulhu, etc. Un peu sur le JDR Cthulhu, parce que je l'aborderai pas dans les littéral, parce que ça marche pas comme ça. Parce que littéral, c'est parler d'un univers qui est créé pour le jeu de rôle qui s'exporte, mais l'appel de Cthulhu, c'est l'inverse, donc ça marche pas. Tavern Talk, je sais pas si je ferai des trucs dessus, ne serait-ce que la traduction, ça me prendra de l'énergie. Et le 4e jeu que j'avais proposé, c'était Nice Day for Fishing, qui est le jeu vidéo, mais j'ai vu qu'il y a le joueur du grenier qui l'a fait. Et à la limite, les gens... je vais pas faire un truc que le joueur du grenier l'a fait, ce serait un peu débile. Les gens ont qu'à aller voir le joueur du grenier, j'imagine. Mais si jamais, le cas échéant, si des gens veulent qu'on rigole un peu, c'est un jeu vidéo qui adapte l'humour de Viva la Dirty League, qui sont des mecs de Nouvelle-Zélande qui font des jeux vidéo. Et qui font des jeux vidéo de malades mentaux. Pardon, pas des jeux vidéo, des sketchs. Ils font des sketchs de malades mentaux et j'adore vraiment ce qu'ils font. Je crois que c'est les seuls mecs où je regarde vraiment beaucoup leur fiction sur internet. La plupart du temps, les fictions sur internet, je suis pas fan, j'ai jamais été très très fan. Et eux, ils font des putains de trucs qui me font hurler de rire. Parfois qui sont un peu plus intellectuels aussi, mais moi je conseille vraiment. Be My Horde, ouais, j'ai avancé, j'ai enfin tué Satan. J'adore dire ça parce que les gens comprennent pas. Alors, Be My Horde, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de nécromancien. On joue une nécromancienne et on réveille des gens qui sont de serviteurs et on les pousse à aller tuer des mecs et tout. Et en fait, on fait grossir comme ça notre horde et ça atteint des tailles qui sont absolument démentielles. Vous avez à la fin l'écran qui peut être envahi, c'est n'importe quoi. Le jeu est complètement assumé, un peu grand guignol, quoi. C'est très très cool. Mais vraiment, il était à pas cher du tout. Donc, j'étais content. Il va falloir que je te rattrape en rentrant. Alors, ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que surtout, il y a la mise à jour. Donc maintenant, c'est moins difficile de tuer le diable. Mais maintenant, il y a des modes difficiles. Surtout parce que je pense qu'ils sont en train de préparer la prochaine mage qui sera sur le paradis. Parce que donc, la première, c'est vous êtes dans un royaume médiéval. La deuxième, vous êtes en enfer. Et la troisième, je pense, vous serez au paradis. C'est rigolo, c'est un petit jeu, c'est sympa. J'ai pas encore réussi à passer le mode difficile et je pense pas que je ferai du Twitch dessus, sauf si vraiment à un moment je refais une session où je parle de quelque chose comme là ce que je fais là, quoi, si j'ai besoin de dire un truc particulier, peut-être en fond, mais sinon non, il n'y a pas besoin. Enfin, je trouve pas super intéressant en lui-même pour ce que je voudrais faire sur Twitch, quoi. Encore une fois, mon but c'est pas de vous prendre 3 soirs par semaine à faire des lives, ça a pas grand sens. Et sinon, ouais, je sais toujours pas si je fais un montage d'Hollywoodland pour la chaîne YouTube. Le jeu était tellement hardcore que je sais pas. En fait, j'aurais peur. J'ai un peu peur que les gens tombent en premier dessus et se fassent une putain de fausse idée sur ce que propose la chaîne L'Entre du Chroniqueur. Et ça me ferait un peu chier en fait que des gens tombent dessus et se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, putain, pourquoi on joue dans un jeu qui est aussi monstrueux que ça. Donc je sais pas si je vais le monter ou pas, j'avoue, alors que je voulais éviter ce genre de truc, je suis en train d'avoir la même réflexion que certaines personnes à l'époque, de me dire est-ce que c'est vraiment la place, le setting pour ça.
Donc Hollywoodland, je sais pas trop quoi en faire. Je vous rappelle donc, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube. À l'heure actuelle, nous avons... n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais n'hésitez pas à mettre des likes aussi, si jamais. On a une quarantaine de vues sur la vidéo de Gotham City Chronicles, c'est pas mal, mais donc voilà, ça peut être mieux encore. Donc, viendez m'aider. Alors, ce qui est quand même... voilà, il y a eu un gros boom au début, etc. Donc ouais, si vous pouvez, ce serait cool. J'en remarque qu'il y a quand même 8% des gens qui vont jusqu'au bout. Et ça, c'est cool. Il y a 8% des gens qui regardent 1h20 de live. Ah non, 5. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a 8% qui vont à la fin, en fait. Donc j'ai une moyenne de 5% qui regardent. C'est pas mal, en vrai, pour moi. C'est-à-dire que sur les 40, ça fait quand même 3 à 4 personnes qui ont regardé entièrement le truc. C'est bien. C'est très très bien. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner sur tout ça, n'hésitez pas à partager ma page Patreon. Je l'ai jamais dit ici, mais si jamais, n'hésitez pas à ne pas vous abonner. N'hésitez pas à ne pas vous abonner à ma chaîne Twitch, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, si vous voulez juste cliquer sur suivre, ce serait cool parce que vous remarquez qu'en bas il y a marqué 14 followers. Qui manque pour atteindre le stade de 40 followers, ce qui serait génial. Et si vous avez un compte Prime et que vous savez pas à qui vous abonner, je peux vous donner plein de petits conseils de chaînes qui sont sympas, généralement tenus par des streameuses. J'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire je suis quand même allé chercher des femmes dans un contexte masculin. Où les streameuses ont un peu du mal à se faire voir, donc j'en ai vu quelques-unes qui étaient super intéressantes, super sympas, ou qui avaient l'air cool. Et donc si vous voulez aller vous abonner sur leur chaîne, et à la limite, quand vous vous abonnez, dire cette chaîne m'a demandé de m'abonner chez toi. Je sais pas si la promotion est bien vue sur certaines chaînes et tout, mais voilà, c'était assez cool. Donc voilà. Pour ce qu'il y a de news, si vous avez des petites choses à dire en commentaire, n'hésitez pas. Puis sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. On se dit 22h30, on arrête. Comme ça, c'est bien. 22h30, je vais pas aller chercher les dimensions. Donc voilà, est-ce que vous avez des trucs à raconter, des machins à dire là sur les 5 dernières minutes? Des spéciales dédicaces, des publicités aussi, puisque je le rappelle, il n'y a aucun règlement sur ce stream en termes de publicité. Donc si vous voulez faire de la publicité pour des choses, c'est le moment. Je vais pas vous faire une imitation de tambour en attendant, mais j'ai l'impression que il y a plus grand chose à dire là. J'ai perdu les gens. Qui sait, peut-être un jour je ferai du stream. Ouais, mais tu sais que tu seras... Tu sais qu'à ce moment-là, bien sûr, j'enverrai les gens s'abonner à ta stream, à ta chaîne, sans aucun problème. Parce que voilà, je pense que... Moi, je préfère les gens qui je vais pas vous mentir, je préfère vraiment que les gens aient donné directement sur Patreon. Toujours plus intéressant pour moi. Pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, ah oui, tiens, ça je peux en parler. Puisque ça je l'ai fait. Et je l'ai fait quasiment dans les temps. Donc ça c'est bien. Patreon. Si vous voulez, et si vous avez envie, encore une fois, d'aller dépenser à partir de 1€ sur Patreon. Ah ouais, donc toi aussi. Et là tu vas faire du stream. C'est cool, encore une fois. Moi, de toute façon, moi, c'est pas pour le nombre de fois que je stream, c'est au maximum cet été, je streamerai une fois par semaine, quoi. Peut-être 2 si vraiment j'ai rien d'autre à foutre, mais je suis pas trop actif dessus, quoi. À la suite de mes runs de FNAF, mais vas-y, fais-le. Si tu veux, pas de soucis, moi on te fera de la promotion sans aucun problème. Bah tu vois, moi j'ai OBS, je sais toujours pas faire un truc propre, hein, c'est toujours dégueulasse. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est un jour, il faudra vraiment que je fasse des tests, mais le problème c'est que faire des tests, encore une fois, c'est un petit peu long. Et comme j'aime pas streamer de base, voilà, des runs infinis de FNAF.
si vous voulez. Moi, le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois FNAF écrit, je vois FNAC. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait... Oui, je voulais dire, ouais, sur le Patreon, à partir de 1€, et quand vous donnez 1€, donc là, à votre premier euro dépensé, vous avez accès à 2 choses qui sont absolument exclusives. Que dis-je exclusive, je veux dire uniquement réservé aux gens qui ont payé. Donc, hop, je vais rapidement montrer. Ça va être fou. Hop. Voilà, vous êtes maintenant sur mon Patreon. Et donc vous remarquez que vous avez donc là, ici, cette petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Donc cette petite vidéo qui est sur le Patreon. Donc ça, à la limite, vous la connaissez sur YouTube. Mais ce que vous ne savez pas, par contre, c'est ceci. Il y a un making-of de la saison 1 de Gotham City Chronicles qui dure 23 minutes. Donc un petit bonus exclusif uniquement pour les abonnés du Patreon qui vous donne le début du récit, la saison 1, toutes les inspirations pour les personnages, etc. Donc ça, c'est... Si vous avez envie d'avoir un petit peu les envers du décor de mon écriture sur Gotham City Chronicles, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez ceci, qui est un enregistrement de ma part de mon roman, le prologue de mon roman que j'ai enregistré avec un petit fond musical, en essayant de faire des petits montages audio et tout. Donc voilà, tout ça, c'est si vous, à partir de votre premier euro dépensé, vous pourrez aller regarder. Je ne sais pas prévu encore de faire la suite du roman, je préfère prévenir maintenant. Sur le Patreon, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que j'essaie de le faire éditer. Si je le fais éditer, il vaut mieux éviter que la plupart des trucs que j'essaie de faire éditer soient déjà disponibles sur Internet. Mais par contre, le making-of, bien sûr, il y aura d'autres numéros. Le prochain, ça sera cet été. Voilà, ça c'est dit, c'est activé comme ça. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à tenez un petit peu de 1€. Oula, ça devient n'importe quoi là. Hop, excusez-moi. N'hésitez pas, à partir de votre premier 1€, vous pourrez avec plaisir participer à ce petit truc de excusez-moi, making of, qui me permet à chaque fois donc de parler de quelles sont mes inspirations pour l'écriture, etc., etc. Je pense enregistrer d'autres trucs aussi. Alors, je le dis là maintenant, je pense que j'enregistrerai peut-être un autre truc pour les Patreon, pour les abonnés du Patreon cet été. Je pense que je vais commencer à enregistrer des nouvelles que j'avais écrites. Donc pareil, qui seront exclusives. Donc là, ce sera plus des nouvelles d'horreur, des nouvelles d'ambiance, mais ça, c'est des trucs que je veux pas faire éditer ou qui sont potentiellement déjà trouvables dans certains coins d'internet. Et donc, je pense que je ferai des enregistrements audio de tout ça, notamment une nouvelle qui était d'inspiration Lovecraftienne, qui prenait la suite. Donc là, je vous l'annonce. Qui était la suite de la nouvelle du Horla de Maupassant, et j'avais écrit une nouvelle dans le style de Lovecraft qui prenait la suite de celle de Maupassant. Donc je pense que ce sera mon prochain enregistrement. Un peu dans l'ambiance de ce qu'avait fait France Culture, qui avait fait des live audio des trucs de Lovecraft qui étaient super cool, et qui sont d'ailleurs, je crois, toujours disponibles, si ce n'est pas sur le site de France Culture, au moins sur YouTube, et je ne peux que vous les conseiller. Voilà. Le seul pseudo acceptable pour le jeu de FNAF, c'est FNAFnir. Très bien, je valide le jeu de mots, excellent. Là, mon ordi me manque un peu. Oui, je me doute. Ils étaient toujours sur le site. Eh bien, très bien, ça veut dire qu'ils sont toujours sur le site. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez en haut tout ce qui est acceptable de partager pour retrouver les potentiels. Donc, bien sûr, la chaîne YouTube qui avait été beaucoup délaissée parce que j'étais pris par le montage du 2e épisode. Je vous renverrai bien sûr au making-of du 2e épisode pour plus d'informations. Le Patreon et bien sûr le Discord si vous voulez rejoindre, même si je pense que tous les gens qui sont en train de m'écouter à cette heure-ci sont déjà sur le Discord. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Nous sommes à 22h30. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres promotions ou autres, voilà. Je laisse encore 2 petites minutes aux gens s'ils ont envie. 32, très bien. 32€, merci pour ton don de 32€. Et là, c'est pris avec beaucoup de plaisir de ta part. Merci beaucoup.
je t'enverrai une photo de mon chat en échange de tes 32€. Voilà, c'est maintenant le nouveau palier, le palier 32€, uniquement détenu par Ella, qui a le droit d'avoir des photos de mon chat prises par moi. Bonne nuit, ou bonne fin de... Enfin, bon début de soirée ou après-midi, je sais pas, selon le décalage horaire de certains. Voilà. 16h30, putain. Bah, c'est l'heure de goûter, donc tu vas pouvoir aller goûter. Voilà, nous partons donc sur une fin de stream. Bisous effectivement à qui de droit qui partage ce décalage horaire. La grosse bise et tout le reste, bien sûr. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. Je mettrai la diffusion normalement sur YouTube, histoire de pouvoir garder un truc, mais je pense que je couperai la fin. Je sais pas encore, est-ce que j'ai la flemme ou pas, mais dans tous les cas, je vous dis merci beaucoup pour avoir suivi ce live. Très bientôt, donc, que ce soit sur Twitch, ou sur YouTube, ou sur les autres systèmes où vous pouvez me retrouver. Voilà, des bisous les gens.